Bonjour Patrick Chastel. Bonjour Martine et Gardana à tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un de tes derniers ouvrages qui m'a beaucoup plu parce qu'il était mystérieux et un petit peu macabre. Est-ce que tu pourrais rappeler le titre? Alors le titre c'est L'or de la vallée des fous et il y a un peu un sous-titre qui est Le trésor de Wilkerson. Voilà le titre de ce dernier roman, c'est le dernier roman que je viens de publier. Oui. Alors, est-ce que c'est toi qui t'es reconverti en chasseur de trésors? Non, mais j'espère que ça va donner peut-être l'envie à plusieurs personnes d'aller voir ce qui se passe dans cette petite vallée de Tawata, parce que je suis parti évidemment d'une histoire vraie. Je me suis souvenu que dans les années 80, je vivais à cette époque-là à Ivawa, aux Marquises, et j'avais passé une journée dans une toute petite vallée de Tawata qui s'appelle Motopu, une très belle petite vallée. Et là, j'avais rencontré ce qu'on appelle aux Marquises un Kroua, c'est-à-dire un peu un ancien, celui qui a encore le savoir. Et j'avais passé la journée à discuter avec cet homme, c'était passionnant, il m'avait raconté plein de choses. Et parmi ce qu'il m'avait raconté, il m'avait parlé d'un trésor qui avait été amené par un bandit américain, c'était une histoire assez bizarre, qui aurait été enterré, des pièces en or, des pièces de dollars en or, enterrées au fond d'une petite vallée de Tawata qui s'appelle Iva Ivanui. Alors, Et il m'avait Attends, alors Iva Ivanoui, ça veut dire quoi? Alors, ça n'a pas de sens particulier, c'est le nom de la vallée, si tu veux. Il y a ces deux vallées qui sont côte à côte, ce qu'on appelle les deux jumelles. Il y a Iva Iva Nui et Iva Iva Iti, donc la grande Iva Iva et la petite Iva Iva, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est que actuellement, aujourd'hui, cette vallée-là, Iva Iva Nui, tout le monde aux Marquises l'appelle la vallée des fous, et à tel point que le mot Iva Iva est rentré dans le langage courant en marquisien et désigne quelqu'un qui est fou, qui est cinglé. On te traite de Iva Iva. Donc ça veut Ah dire que bon? Pas cette Taravana. histoire, Taravana, c'est plus tahitien, mais Iva, ça veut dire fou. voilà, ça veut dire fou et c'est lié à cette vallée. Alors évidemment, moi je me suis interrogé comment ça se fait qu'on l'appelle la vallée des fous, comment ça se fait que ce terme Iva Iva soit passé dans le langage courant avec ce sens de... Et ça désigne souvent les gens de Tawata, on les traite de Iva Iva, voilà, un peu pour... C'est charmant. Oui, bah ça toujours les rivalités anciennes entre etc., qui existent toujours un petit peu. Donc, il y avait un trésor d'un bandit américain enterré au fond de cette vallée. Donc, j'étais resté sur cette idée. Et puis, bien plus tard, dans les années 90, j'ai travaillé avec Jean-Louis Candelot, qui vivait à Wapo et qui malheureusement est parti beaucoup trop tôt. C'était un féru de l'histoire marquisienne, quelqu'un avec qui j'adorais travailler. On échangeait beaucoup nos travaux, nos recherches entre Wapo et moi à Ivaoa. Et on avait réalisé dans les années 90 un dossier pour le magazine Tahiti Pacifique sur existe-t-il un trésor nazi aux îles Marquises? Parce qu'il y avait pas mal d'histoires autour de tout ça. On avait travaillé tous les deux là-dessus. Et j'avais retrouvé d'ailleurs à Ivawa un témoin du passage d'un sous-marin allemand en 1945 dans la baie de Atourna. Et ça, c'est avéré. Et qu'est-ce que faisait ce sous-marin-là, alors que la guerre était finie en Europe, mais elle n'était pas terminée encore au Japon? Donc ce sous-marin apparemment se dirigeait vers le Japon. Il y aurait eu à bord plein de documents et des trésors. Enfin bon, on avait travaillé autour de tout ça. Et dans ce dossier qu'on avait réalisé avec Jean-Louis Candelot, on avait parlé un peu des autres trésors des marquises. Et Jean-Louis m'a dit, il y a un trésor à Tawata, enterré au fond d'une vallée. Je lui ai dit, je suis au courant, mais il me dit, il avait recherché, et il connaissait le nom de cet Américain qui a fondé une famille aux Marquises. Et il m'a dit, il s'appelle Wilkinson ou Wilkerson. Voilà. Et il a fondé une famille dont les descendants existent toujours. Et aujourd'hui, à l'état civil, il y a dû y avoir quelques modifications parce qu'il s'appelle aujourd'hui des Wilkinson. Donc, Attends, et ils ont trouvé le trésor, ils sont riches? non, non, ce trésor, a priori, n'a jamais été trouvé. Donc, moi, je suis parti là-dessus. J'avais Wilkinson ou Wilkerson, et Jean-Louis Candelot m'avait dit que c'était a priori de la bande de Jesse James, le fameux hors-la-loi Jesse James, qui avait Jesse semé la James, mais alors terreur. attends, c'est Jesse James, c'est le fameux dont on a fait des films, les histoires et tout. C'est ça, c'est le fameux Jesse James qui avait créé une bande de hors-la-loi avec son frère Frank James et quatre autres frères, les frères Younger, à tel point que leur bande s'appelait le gang James Younger. Voilà. Et ça s'est passé juste après la guerre de sécession. En fait, c'est des sudistes, des rebelles sudistes qui n'ont jamais pu se remettre dans la vie normale après cette guerre de sécession et qui sont devenus un peu logiquement, j'ai envie de dire, des hors-la-loi
n'arrivant plus à s'inscrire dans cette nouvelle ce nouvel État qui était devenu un peu les États-Unis après cette guerre de sécession qui avait duré quand même 4 ans. Et donc tout ça, c'était des anciens rebelles sudistes. Et donc il a fallu que je recherche tous les renseignements possibles sur cette bande très connue. On en trouve plein sur Internet, des renseignements sur Jesse James, et comme tu dis, il y a eu des films, etc. Mais moi, j'ai recherché s'il y avait eu dans la bande quelqu'un qui s'appelait Wilkinson ou Wilkerson. Et ça m'a pris un temps fou, parce que les membres du gang changeaient régulièrement. Il y en avait qui étaient tués, d'autres qui étaient arrêtés, d'autres qui s'en allaient, d'autres des nouveaux qui arrivaient. Et j'ai fini par trouver qu'il y a eu deux frères, Wilkerson, qui ont intégré la bande de Jesse James. L'un a été tué lors d'une attaque de banque dans le Minnesota, et l'autre frère aurait eu, lors d'un partage de butin, aurait eu 2 sacs de pièces d'or et aurait décidé de s'enfuir. Il a bien fait, puisque peu de temps après, la bande était démantelée, Jesse James était tué par un des membres de la bande et tous les autres étaient arrêtés. Alors, Et ce, attends, je t'interromps un peu parce que c'est pour ça que j'ai été surprise quand j'ai commencé à lire le livre. Moi, je m'attendais à ce qu'on parte tout de suite aux marquises et je dis, bah, qu'est-ce qu'on fait en Amérique? Mais Patrick est devenu fou. Il va. J'ai voulu reprendre le trajet complet de ce hors-la-loi de la bande de Jesse James, donc il s'appelait Will Kerson cette fois-ci. Je l'ai appelé Kyle dans le livre. Son vrai prénom, c'était John, en fait. Mais bon, et j'ai voulu suivre sa démarche et il va rejoindre San Francisco. Et là, il va chercher à embarquer pour quitter les États-Unis. Et là, j'ai fait des recherches aussi et j'ai trouvé qu'il y avait un bateau, à cette époque-là, un magnifique trois-mâts-goélette qui s'appelait le Tropic Bird et qui faisait la liaison très régulière entre San Francisco, Taiohae aux Marquises, Anukuiva et Tahiti. Et puis, il restait 10 jours à Tahiti, il revenait ensuite sur San Francisco, où il restait 10 jours et il repartait. Et c'était le bateau qui faisait la liaison postale, on va dire, qui récupérait le courrier à San Francisco pour l'amener à Tahiti, en même temps que tout un chargement, évidemment, de tout un tas de choses, de sacs de riz, de planches de bois, etc. Et il revenait avec des produits de Tahiti, entre autres de la nacre, à l'époque, qui était une grande richesse, et puis du copra, etc. Donc c'était le seul bateau qui faisait la liaison. J'ai retrouvé même le nom du capitaine de ce bateau, il s'appelait Joseph Burns. J'ai retrouvé le prix des cabines. La cabine toute seule était à 80 dollars et la cabine à 4 par cabine était à 40 dollars. Donc j'ai retrouvé tout ça. Et donc, Wilkerson a embarqué sur ce bateau et va débarquer à Taiohae, aux Marquises. Et là, on va lui proposer de mettre en valeur une petite vallée de l'île de Tawata. Et c'est là où il s'installe il va Ivanhoe, il va prendre une femme marquisienne et il va créer une très grande famille, puisqu'ils auraient eu une quinzaine d'enfants. Le Alors, attends, problème, je t'interromps parce que finalement, c'est un roman de fiction, mais tu es parti d'une base réelle. dans ce roman de fiction, les 3 quarts sont totalement du réalisme le plus complet, quoi. J'ai vraiment fait énormément de recherches historiques, d'abord parce que je suis prof d'histoire, ensuite parce que je suis passionné d'histoire. Donc, je me suis régalé à faire toutes ces recherches-là. Même quand il arrive à Taiohae, il est accueilli par deux marchands de l'époque, des Écossais qui ont vraiment existé, Mike Gratz et Mike Cafferty, qui faisaient du trafic entre les San Francisco et les Marquises. Donc, tout ça a été, j'ai recherché tout ça. Et donc, il va s'installer dans cette petite vallée, va fonder famille, va mettre en valeur la vallée au niveau du copra, etc. Et de la vanille également. Le problème, c'est qu'on est dans les années 1880, on est en pleine dépopulation aux Marquises, ça c'est un autre sujet, mais un sujet catastrophique. Et il va y avoir un problème de consanguinité qui va se créer dans les petites îles, en particulier des petites îles comme Tawata. Et cette consanguinité va faire des ravages terribles, d'où le nom de Vallée des Fous. C'est là que Ah, c'est d'accord. parce que la consanguinité, là aussi, je me suis renseigné auprès d'une amie qui est médecin, fait des ravages terribles, allant jusqu'à la folie, etc., sans parler d'infertilité, de fausses couches, etc. Bon, c'est terrifiant, la consanguinité. Et à cette époque-là, elle était très, très, très importante. Donc, ils deviennent tous un peu fous parce qu'ils savent qu'il y a un trésor aussi qui a été enterré. Et le vieux Wilkerson va mourir sans révéler l'endroit où il a enterré
ces 2 sacs de dollars en or. Voilà. Et la vallée va prendre le nom de vallée des fous, puis elle va être petit à petit devenir inhabitée. Les derniers vont aller à Vaitaru, la vallée principale, qui est juste la vallée d'après. Et donc, a priori, le trésor est toujours là. Alors Voilà. c'est la base réelle, historique, mais après, Absolument. toi, tu as embrayé sur la fiction et l'imagination. Exactement. Là-dessus, j'ai fait des recherches, j'ai continué mes recherches sur le trésor de Jesse James, l'ensemble de son butin, qu'est-ce que c'était devenu, et également le trésor des Confédérés, donc des sudistes, qui soi-disant étaient très très importants. Il y a eu des émissions sur les recherches aux États-Unis, hein, des émissions un peu genre koh, mais c'était des recherches sur le trésor des Confédérés. Et donc, j'ai découvert plein de choses là-dessus, un trésor qu'on n'a jamais trouvé non plus. Et j'ai découvert un couple d'Américains qui a passé sa vie à courir après le trésor de Jesse James et le trésor des Confédérés, et qui ne l'a jamais trouvé. Donc, ça m'a donné l'idée d'imaginer un jeune couple d'Américains que j'ai créé. Donc là, on rentre dans le roman. C'est un peu la deuxième partie du roman, après la partie western, on va dire. Et ce jeune couple décide de partir à Tarwata pour retrouver le trésor qui a été enterré au fond de cette petite vallée de Iva. Il va falloir qu'ils trouvent de l'argent pour monter cette expédition. Ils vont le trouver d'une façon assez illégale, mais ça, je laisse découvrir. Et puis, ben, ils vont débarquer à Tawaka. Alors, on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus, mais moi, je me suis régalée parce que, bon, j'ai vécu aux Marquises aussi, mais c'est bien documenté, c'est bien, et on se sent vraiment dans cette vallée. Vraiment, moi, j'incite tout le monde à le lire parce que on voyage. Et Ah alors, ben, et ce qui est rigolo, c'est ce bond, en plus historique, entre les débuts du livre, qui est réel, et l'armée des sudistes qui n'arrivent pas à se remettre de leur défaite, ouais, qui ouais. deviennent bandits, bien malgré eux, les pauvres. On va dire, oh ouais, c'est pas de leur faute. Moi, c'était des sacrés filous quand même, hein. C'était un petit peu, ça Ben, tuait sec. le roman commence en 1865, c'est-à-dire la fin de la guerre de sécession, et le dernier chapitre se déroule en 2024. C'est-à-dire qu'on va parcourir toute cette période en suivant ce Wilkerson, puis la recherche du trésor dans cette petite vallée, où ils vont aller avec quelques marquisiens pour les aider. Mais dis-moi, Patrick, en fait, moi, j'ai vu que tu donnais quelques pistes. Ôte-moi d'un doute, t'es pas allé chercher, toi aussi? Non, 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 mais il y a des possibilités. Mon ami Daniel Pardon, après l'avoir lu, m'a dit qu'il avait très envie d'aller acheter un détecteur de métaux pour partir au fin fond de la vallée de Ivanhoe. Mais je suppose qu'il y a dû y avoir des recherches, mais a priori, le trésor n'a jamais été trouvé. Et ce n'est pas le seul trésor dont on parle aux Marquises, il y en a d'autres. Mais voilà, oui, pourquoi pas aller fouiller au fond de cette petite vallée qui aujourd'hui est inhabitée, mais que tout le monde continue à appeler la vallée des fous. Voilà. Bon, bah écoute, soyons fous, Oui, allons lire ce livre et partons en expédition. c'est exactement ça, voilà. C'est ce que j'attends, qu'on puisse monter des expéditions, et là, ça va être passionnant, absolument passionnant. Bon, ben rendez-vous, je vais déjà chercher une pelle, une pelle et une pioche. Voilà. Donc, on rappelle le titre? Alors, le titre s'appelle L'or de la vallée des fous, avec comme sous-titre Le trésor de Wilkerson. C'est publié aux éditions Appetiti Éditions. Il est en vente dans les librairies de Papeete et désormais dans quelques grandes surfaces aussi de Tahiti. Et je serai en dédicace le samedi 5 avril à la librairie Odyssée à côté de la cathédrale à Papeete. Merci, Patrick. Merci Martine.